Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer les troisième et quatrième branches de la carte mentale sur le chapitre d'endocrinologie, lesquelles portent sur la thyroïde et les parathyroïdes. Alors voici la carte mentale en question, donc toujours avec ces 10 branches. Nous allons nous intéresser à cette troisième branche sur la thyroïde et à cette quatrième branche sur les parathyroïdes. Et nous commençons donc avec la thyroïde. Évoquons l'aspect de la thyroïde. Donc c'est une glande d'une trentaine de grammes qui est richement vascularisée, mais comme toutes les structures qui produisent des hormones. Elle a une position qui est une position ventrale par rapport au larynx et elle a une forme en nœud papillon. Globalement, donc elle se situe au niveau du cou, donc ça fait vraiment un peu comme un nœud papillon. La partie centrale du nœud papillon, donc la partie centrale de la thyroïde, c'est ce qu'on appelle l'isthme. Et puis on a les deux parties du nœud papillon, c'est-à-dire le lobe latéral droit et le lobe latéral gauche de la thyroïde. Il peut s'y ajouter aussi un lobe pyramidal qui n'est pas toujours présent, qui est un petit peu une espèce d'excroissance en fait, qui part de l'isthme. À un niveau microscopique, la constitution de la thyroïde est la suivante. Elle est constituée par des follicules thyroïdiens. Les follicules thyroïdiens, ce sont des sortes de petits ballons, donc ce sont des petites structures creuses, dont la paroi est faite par des cellules folliculaires. Et ces cellules folliculaires, ce sont elles qui vont sécréter les hormones thyroïdiennes, qui sont des hormones iodées, qui sont donc la T3 et la T4. La T3, c'est la triiodothyronine, j'ai oublié un O ici, et la T4, c'est la thyroxine. Celle qui est produite en plus grande quantité, c'est la T4 qui est en fait le précurseur de la T3 et la T4 sera transformée ensuite en T3, c'est-à-dire en forme active de ces hormones thyroïdiennes une fois dans les tissus cibles. Alors il se trouve que ces hormones thyroïdiennes, T3 et T4, vont être stockées à l'intérieur de ces petits follicules thyroïdiens et globalement il y a une centaine de jours de réserve. D'autre part, donc si on imagine au niveau microscopique tous ces petits ballons qui sont les follicules thyroïdiens, en fait entre les ballons il y a aussi des choses, il y a des cellules qui sont là, ce sont les cellules donc parafolliculaires, puisque à côté follicule thyroïdien, donc ce sont les cellules situées à côté des follicules thyroïdiens qu'on appelle aussi les cellules C. Donc voilà, on vient de le dire, elles sont entre les follicules thyroïdiens et elles vont sécréter une hormone qui est la calcitonin. Alors nous allons d'abord nous intéresser à la T3 et à la T4 et ensuite nous dirons un mot sur la calcitonin. Concernant la T3 et la T4, donc qui sont vraiment les hormones thyroïdiennes, elles sont donc sécrétées, on vient de le dire, par les cellules folliculaires des follicules thyroïdiens. Elles vont avoir un certain nombre d'effets dans le corps. Elles vont notamment contribuer à la fois à augmenter la production d'ATP et en même temps elles vont augmenter la consommation d'ATP, ce qui veut dire que finalement, et voilà c'est ce que j'ai noté ici, elles vont en fait, ces hormones accélérer le métabolisme de l'organisme, son métabolisme basal qui va être vraiment accéléré. Ça va aussi accroître la consommation de dioxygène par l'organisme. Alors c'est aussi des hormones qui vont avoir un effet calorigène, qui vont pouvoir générer de la chaleur, ce qui permet d'avoir une bonne thermorégulation vis-à-vis du froid, quelle que soit la température extérieure. Chez un homéotherme, c'est-à-dire un organisme qui maintient sa température à une valeur constante, il va y avoir nécessité effectivement de produire de la chaleur. C'est ce à quoi vont aider, entre autres, les T3 et T4. Et donc on a pu évoquer un mécanisme de régulation, effectivement, quand l'environnement est froid, la température du sang va avoir tendance à baisser. Ça va être détecté par les thermorécepteurs qui vont agir sur l'hypothalamus. L'hypothalamus va produire de la TRH, qui va agir sur l'adénohypophyse, qui va produire la TSH. La TSH va agir sur la thyroïde, qui va amener la thyroïde à produire la T3 et la T4. Et en retour, donc il va y avoir un effet, bien sûr, sur ce métabolisme basal qui va tourner plus rapidement, cet effet calorigène, donc de la chaleur qui va être dégagée. Et puis, bien sûr, en même temps, il va y avoir un retour à la constance, puisque T3 et T4 vont agir par rétroaction négative sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors je reviens aux effets de la T3 et de la T4. On peut leur associer aussi des effets qui sont les mêmes que les effets de l'hormone de croissance, que la GH.
La T3 et la T4 sont hyper glycémiantes, ce qui va permettre finalement de rendre plus de glucose disponible, qui va aussi pouvoir être plus utilisé. Donc on s'inscrit toujours dans cette idée que le métabolisme va pouvoir tourner plus vite. Un effet catabolisant lipidique, là aussi, il va y avoir plus d'acides gras qui vont être disponibles, on va davantage les utiliser et pouvoir produire donc de l'ATP. Et la T3 et la T4 sont aussi sont des anabolisants protéiques, comme leur mode de croissance. Elles vont favoriser donc la synthèse des protéines. Elles vont être assez importantes justement dans la croissance à la fois du système nerveux, du système osseux, pas que, mais en tout cas il y a un impact assez important à ce niveau-là. Par ailleurs, on peut aussi souligner le fait que la T3 et la T4 vont avoir tendance à renforcer les effets des catécholamines, notamment sur le cœur, ce qui fait que ce sont des hormones qui vont avoir tendance à accroître la fréquence cardiaque, la force de contraction du cœur et qui vont avoir tendance à augmenter finalement la pression artérielle. Alors, évoquons ce qui se passe quand il y a des troubles. On va évoquer ces troubles de façon très succincte, plus en lien justement avec ce schéma qu'on a pu apercevoir dans la partie sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc on va voir ce qui s'observe quand on est dans une situation dite d'hypothyroïdie. Alors il y a plusieurs situations d'hypothyroïdie qui existent. On peut évoquer l'hypothyroïdie congénitale, c'est-à-dire qui est là dès la naissance, en fait, qui est déjà là avant, mais il n'y a pas de souci en règle générale spécifique qui s'observe chez le fœtus, donc l'organisme en devenir et dans le ventre maternel, finalement, l'organisme va bénéficier des T3 et des T4 qui sont produites par la mère. Par contre, une fois que l'organisme est né, le problème, c'est que s'il y a une hypothyroïdie congénitale, c'est qu'il ne va pas y avoir de production de T3 et de T4. Du coup, il va y avoir tout un tas de problèmes, et notamment un retard de croissance assez important concernant le système nerveux, le système osseux, ce qui va entraîner en fait un retard psychomoteur assez important et une croissance qui va être elle aussi compromise. Alors c'est d'ailleurs un trouble qui est dépisté de façon systématique en France, si bien que dès qu'on détecte une situation d'hypothyroïdie congénitale, on va apporter des hormones de synthèse pour pour permettre à l'organisme un développement normal. Alors, je vais évoquer deux autres situations d'hypothyroïdie qui vont exister et se traduire dans différentes pathologies. On va rester vraiment très très général ici dans ce qui se passe. On peut évoquer une hypothyroïdie hausse, c'est-à-dire une hypothyroïdie qui va avoir comme point d'origine, en fait, comme problème, le fait que ici l'hypophyse va pas produire assez de TSH. Donc voilà, hypothyroïdie haute, donc haute parce que dans ce système où on a finalement l'axe hypothalamo-hypophysaire qui chapeaute la thyroïde, l'axe hypothalamo-hypophysaire est dans une situation haute, la thyroïde dans une situation basse. Donc là c'est au niveau haut que ça ne fonctionne pas bien, donc c'est plus spécifiquement l'hypophyse qui ne va pas produire assez de TSH. Du coup, s'il n'y a pas assez de TSH, il n'y a pas suffisamment de cette substance pour stimuler la thyroïde qui ne va pas produire suffisamment de T3 et de T4. Du coup, T3 et T4 sont réduites. Donc on va observer une baisse de ces deux catégories d'hormones, la TSH et aussi les T3 et T4. Quand il y a une hypothyroïdie basse, dans ce cas-là, le problème se situe au niveau de la thyroïde qui n'arrive pas à produire la T3 et la T4. Donc ce qu'on observe en premier lieu, c'est une diminution de la T3 et la T4. Le problème, c'est comme la T3 et la T4 diminuent, et comme ce sont des hormones qui sont censées rétroagir via un feedback négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, notamment sur l'hypophyse, on n'a plus cette réaction, on n'a plus ce freinage qui va se faire, et la quantité de TSH peut largement augmenter. Voilà, c'est essentiellement sur ces éléments-là que je voulais attirer votre attention, donc sur les effets de ces hypothyroïdies selon qu'elles sont hautes ou basses dans ce système de régulation. Après, pour tout ce qui est de l'ordre des diagnostics des différentes pathologies, les situations sont beaucoup plus subtiles que ce que je viens de vous détailler de façon vraiment très générique. Concernant l'hyperthyroïdie, alors l'hyperthyroïdie, pareil, elle peut être qualifiée de haute ou de basse. Alors j'ai mis haute entre guillemets, et je vais évoquer le cas d'une pathologie qui s'appelle la maladie de Basedow ou de Graves, qui est une des pathologies thyroïdiennes les plus fréquentes. Dans cette hyperthyroïdie haute, ce qu'on observe,
c'est pas comme on pourrait s'y attendre, l'hypophyse qui se met à produire beaucoup de TSH. En fait, c'est pour ça que j'ai mis haute entre guillemets, c'est que dans cette situation, il va y avoir des anticorps qui vont imiter la TSH, ce qui fait que ça va beaucoup stimuler la thyroïde qui va produire beaucoup de T3 et de T4. En même temps, comme il y a beaucoup de T3 et de T4, il y a un feedback négatif qui se fait et finalement la quantité de TSH va elle avoir tendance à être diminuée. Dans une hyperthyroïdie basse, ce qu'on peut observer par exemple dans un adénome toxique qui correspond à des tumeurs bénignes qui sont présentes au niveau de la thyroïde, et bien dans ce cas-là, ce qu'on va observer, c'est que la thyroïde ici donc, va présenter des tumeurs hyper sécrétantes. Du coup, on va avoir une augmentation de la production de T3 et de T4. Et dans le même temps, comme il y a T3 et T4 qui sont produites en grande quantité, c'est toujours le même principe. Ça rétroagit ici via ce feedback négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire et l'hypophyse va être vraiment freinée dans sa production de TSH. Donc, on va avoir une diminution de la production de TSH. Alors, ce que je voulais évoquer concernant de manière assez générale ces situations d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie en lien avec les effets des T3 et T4 qu'on a évoqués précédemment, c'est globalement dans l'hypothyroïdie, ce qu'on va observer, c'est une tendance un peu à un ralentissement en fait psychomoteur. Il va y avoir souvent une certaine frilosité qui va être présente chez ces personnes. On va aussi observer une tendance à la prise de poids avec un visage qui va avoir tendance à être un peu bouffi. Et puis, en règle générale, on va observer une bradycardie. A l'inverse, dans une hyperthyroïdie, eh bien, on va au contraire observer une tendance à une accélération psychomotrice. Il va y avoir plutôt tendance à observer aussi un amaigrissement. Il va y avoir une thermophobie, c'est-à-dire une intolérance aux températures plutôt élevées. Et dans la maladie de Bézout, il y a aussi quelque chose de particulier qu'on observe, c'est une exophthalmie, c'est-à-dire que les globes oculaires ont tendance à être assez saillants du fait d'œdèmes qui vont se constituer derrière les yeux. Donc tout ça pour dire que dans ces situations, finalement, il y a une répercussion à la fois sur le plan physique et puis sur le plan du fonctionnement aussi mental, puisqu'on a parlé donc de ralentissement de l'activité psychomotrice dans l'hypothyroïdie et au contraire d'accélération psychomotrice dans l'hyperthyroïdie. Alors, dans ces deux situations, hypo ou hyperthyroïdie, il peut y avoir développement d'un goitre, c'est-à-dire que la thyroïde va se mettre à grandir, ce qui va générer une excroissance au niveau du cou. Après, il peut aussi y avoir un goitre qui s'observe alors que la thyroïde fonctionne normalement. Donc, on va parler de goitre simple dans une situation de thyroïdie. Le thyroïdie, c'est la situation où la thyroïde fonctionne normalement. Le problème dans cette situation ne vient pas du fonctionnement de la thyroïde, tout va bien. Par contre, ça vient d'un problème d'un manque d'iode. Et quand effectivement il n'y a pas assez d'iode, on a dit que la T3 et la T4 sont des hormones qui sont iodées, 3 iodes dans la T3, 4 dans la T4, et bien si on manque d'iode, on ne peut plus produire suffisamment de T3 et de T4. Et le problème est celui qu'on a évoqué précédemment, toujours ce même raisonnement, si on n'a plus assez de T3 et de T4, on ne peut plus freiner l'axe hypothalamo-hypophysaire et notamment l'hypophyse va libérer des quantités importantes de TSH. Et il se trouve que la TSH, quand elle est libérée en grande quantité, elle va avoir cet effet sur les cellules folliculaires, elle va les stimuler et ça va en fait stimuler la croissance de la thyroïde, d'où ce goitre qui va apparaître. Alors, à côté de la T3 et de la T4, il y a une autre hormone qui est produite par la thyroïde qui est la calcitonine. Par contre, cette calcitonine, elle ne va pas être sous la dépendance de l'axe hypothalamo-hypophysaire. La calcitonine, on va voir, donc c'est une hormone qui va notamment réguler la quantité de calcium dans le sang et elle va être essentiellement régulée par cette quantité de calcium présente dans le sang. Alors la calcitonine, on a dit, elle est sécrétée par les cellules parafolliculaires, celles qui sont coincées entre ces petits ballons que nous avons évoqués, qui sont les follicules thyroïdiens. Et la calcitonine donc, va avoir l'effet suivant, c'est une hormone qui est hypocalcémiante, qui va avoir tendance à faire diminuer la concentration en calcium dans le sang. Comment exerce-t-elle ces effets? Comment a-t-elle cet effet hypocalcémiant? Eh bien, elle va agir sur deux organes, sur les os. Alors, les os, ce sont des organes qui sont en perpétuel remaniement. Les os ne cessent de se construire et de se déconstruire. Donc, il y a toujours des phénomènes de résorption osseuse et d'intégration osseuse. Eh bien, la calcitonine va diminuer la résorption osseuse. Ça va diminuer le fait que les os ont tendance à libérer du calcium. Et ça va augmenter l'intégration osseuse. Donc, les os vont utiliser le calcium et ils vont donc se construire. Au passage, c'est ce qui va permettre
aussi, enfin en tout cas certaines calcitonines, notamment la myacalcine du saumon, peut être utilisée pour lutter contre l'ostéoporose parce qu'elle va justement favoriser cette intégration osseuse. D'autre part, la calcitonine va aussi agir au niveau des reins et pour faire baisser la concentration en calcium du sang, elle va avoir tendance à accroître l'excrétion de calcium au niveau des reins. Donc on peut résumer ce qui se passe de la façon suivante. Donc le sang a une certaine quantité de calcium. Si cette quantité de calcium augmente, les cellules parafolliculaires vont le détecter. Donc cette valeur mesurée va être comparée au point de consigne, donc le point de consigne est de 100 mg par millilitre, et si effectivement cette calcémie est augmentée, il va y avoir de la calcitonine qui va être libérée, qui va agir sur les os, sur les reins, et c'est ce qui va permettre de faire baisser la quantité de calcium dans le sang, puisque le calcium du sang va être récupéré par les os et stocké dans les os, et évacué dans l'urine par les reins. Donc au final, on revient à une valeur de calcium dans le sang qui est la valeur de consigne. Intéressons-nous à présent aux parathyroïdes. Les parathyroïdes, ce sont des petites glandes. On a dit que la thyroïde, c'est une trentaine de grammes. Les parathyroïdes, elles vont constituer une quarantaine de milligrammes. Donc ce sont vraiment des petites glandes. Après, leur forme peut varier. Alors comme la thyroïde, elles sont richement vascularisées et elles correspondent en fait à deux paires de glandes qui sont situées sur la face dorsale des lobes thyroïdiens. Alors après deux paires de glandes, ça veut dire 4 glandes en tout. Parfois il peut y en avoir plus, parfois il peut y en avoir jusqu'à 8 glandes. Et puis leur position peut aussi varier. Parfois elles peuvent descendre jusqu'au niveau du thorax. Pour ce qui est de leur constitution, donc au niveau microscopique, on voit que les parathyroïdes sont constitués par deux types de cellules épithéliales, des cellules qu'on appelle les cellules principales, qui sécrètent une hormone qui est la PTH ou parathormone, et puis d'autres cellules qu'on appelle les cellules oxyphiles, dont la fonction est inconnue. Nous allons donc nous intéresser à la PTH, qui est sécrétée par les cellules principale. La PTH, elle a les effets inverses à la calcitonine. On a dit que la calcitonine, elle est hypocalcémiante. Eh bien, la PTH, elle est hypercalcémiante, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à augmenter la quantité de calcium présente dans le sang. Comment elle le fait ? La calcitonine, on a dit, elle agit sur les os, sur les reins. En fait, la PTH va aussi agir sur les os, sur les reins, et elle pourra aussi agir via une vitamine sur le tube digestif. Donc, quelles sont les actions plus spécifiques de la PTH ? Comment elle fait pour augmenter la quantité de calcium dans le sang ? Elle va aller le prendre là où il y en a. Donc, elle va aller le prendre dans les os. Donc, pour aller prendre le calcium qui est dans les os, il faut favoriser la déconstruction osseuse. Donc, elle va cette PTH augmenter la résorption osseuse. Les os vont donc libérer leur calcium dans le sang. En même temps, évidemment, ils vont se fragiliser. Donc ça peut être un problème, effectivement. Ça peut créer des risques de fracture, si du moins c'est plus suffisamment équilibré. Elle va aussi agir sur les reins. Elle va faire en sorte que les reins évacuent un petit peu moins le calcium pour le garder. Donc ça diminue l'excrétion du calcium. Et puis, elle va pouvoir agir, alors pas directement sur le tube digestif, en fait, la PTH va agir sur la synthèse du calcitriol qu'elle va favoriser. Le calcitriol, en fait, c'est la forme active de la vitamine D, et la vitamine D, c'est elle qui peut agir sur le tube digestif et qui va favoriser l'absorption digestive du calcium. Ça veut dire que, donc là, si on reprend un petit peu ce qui se passe, la PTH, pour augmenter la quantité de calcium dans le sang, elle va le prendre dans les reins, dans les os, elle va éviter que les reins en évacuent trop, et elle va faire en sorte qu'on récupère mieux le calcium qui est présent dans les aliments. Ajoutons une petite remarque concernant cette vitamine D. Donc la vitamine D, à la fois c'est une substance qu'on est capable de produire quand la peau est exposée aux UV, mais il y en a de toute façon jamais assez, donc il faut trouver aussi cette vitamine D, cette substance dans les aliments. C'est pour ça qu'on l'appelle vitamine. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a un manque de vitamine D ? Eh bien, quand on manque de vitamine D, du coup, ça va compromettre l'absorption digestive du calcium. Chez l'enfant, ça va entraîner un rachitisme parce que c'est indispensable en fait d'avoir une calcémie qui soit bien régulée. C'est prioritaire par rapport à la construction des os. Donc, du coup, on va aller prendre le calcium dans les os, ce qui fait que les os ne vont pas bien se développer. Donc, voilà, on va avoir retard d'ossification, des déformations osseuses, donc ce qu'on appelle un rachitisme.
Qu'est-ce qui se passe quand ça se produit chez l'adulte, qu'on manque de vitamine D? Bon, là, les os sont déjà construits, mais enfin, ça va être le même principe. La priorité, c'est de garder une concentration en calcium dans le sang qui soit constante. Donc, on va aller, là encore, chercher le calcium là où il y en a, c'est-à-dire dans les os. Du coup, il va y avoir une décalcification osseuse avec les risques de fracture et d'ostéoporose qui existent à la clé. Si on reprend donc, globalement le mécanisme de régulation, eh bien, on peut le présenter comme on l'a fait pour la calcitonine précédemment. À part que, donc voilà, ce qui est mesuré, la variable surveillée, c'est toujours la calcémie. Mais ici, ce qui va donner l'alerte, c'est la diminution de la quantité de calcium dans le sang, qui va être détectée par les parathyroïdes, qui vont en même temps comparer la valeur mesurée à la valeur de consigne. Donc si effectivement le constat est que, oulala, la quantité de calcium a diminué, il faut faire quelque chose. Eh bien, la parathyroïde va libérer de la PTH. La PTH va agir sur les os, en récupérant le calcium dans les os, sur les reins, en faisant en sorte qu'il n'en évacue pas trop, et va aussi agir sur le tube digestif via bien sûr cette vitamine D en favorisant la récupération de calcium qui est présente dans le tube digestif pour l'envoyer dans le sang, ce qui va permettre de réaugmenter la calcémie. Voilà, donc on a ces deux hormones, en fait, la PTH et la calcitonine qui régulent en fait cette quantité de calcium dans le sang. La calcitonine est hypocalcémiante, la PTH est hypercalcémiante. Alors il se trouve que la PTH a un effet plus important. En fait, on sait que la calcitonine, même si par exemple la thyroïde est enlevée, donc s'il n'y a plus de production de calcitonine, on sait que ça ne va pas avoir un effet sur la quantité de calcium dans le sang qui va continuer à être bien régulée. Donc la PTH a quand même des effets plus important. Alors, on va donc évoquer les troubles associés à cette PTH, quand il y en a trop, quand il n'y en a pas assez. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans une situation d'hypoparathyroïdie? Hypo, il y a moins, donc il y aura moins de PTH. S'il y a moins de PTH, on va moins avoir cet effet hypercalcémiant. Du coup, on va avoir tendance à observer une réduction du calcium présent dans le sang, ce qui globalement va conduire à une hyperexcitabilité neuromusculaire. Alors, c'est ce qui va se traduire par des spasmes qui peuvent être présents chez la personne, de la tétanie, des tics, voire il peut même y avoir des accès épileptiformes. En fait, le principal risque dans cette situation, c'est le spasme du larynx avec la paralysie respiratoire et puis la mort de l'organisme. Quand il y a une hyperparathyroïdie, dans cette situation donc hyper-trop, c'est-à-dire qu'on va avoir trop de PTH, du coup on va avoir tendance à avoir une hypercalcémie, une augmentation de la concentration en calcium dans le sang. Qu'est-ce qui se passe? La PTH va trop agir sur les os, entraîner une résorption osseuse trop importante avec des risques de fracture à la clé, quand on est dans cette situation d'hyperparathyroïdie. Il va y avoir finalement une quantité de calcium dans le sang qui augmente au-delà de la valeur attendue. Du coup, le corps fait ce qu'il peut pour faire en sorte de maintenir malgré tout cette quantité de calcium dans le sang constante. Donc, le calcium a tendance à être placé un peu n'importe où. Donc, il va y avoir une tendance à l'infiltration calcique des tissus avec des risques de calculs rénaux qui peuvent s'observer. Des risques aussi d'infiltration du cœur avec risque d'arrêt cardiaque à la clé. Et puis, ça va aussi entraîner un état de fatigue, une faiblesse musculaire, tout un ensemble de phénomènes. Avec aussi d'ailleurs des retentissements au niveau du fonctionnement mental. Voilà, donc nous avons fini avec ces deux branches sur la thyroïde et les parathyroïdes. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette carte mentale sur l'endocrinologie.